So I would like to introduce maybe the first speaker, who is Professor Noboku from Réunion Island. I think she will give her talk in French. I think all the talks will be in French, but they will address a very important question, which is the interplay between heart disease and diabetes. I know that in this area of the world, it's a major issue regarding the epidemiology of diabetes around the world, but specifically here in the Indian Ocean. And so I think we'll have the chance to listen to Professor Noboku talk, which will focus on the impact of glycemic balance on cardiovascular risk. You're all aware about the outcome of low sugar level and the increased risk of cardiovascular risk. You're all aware about the fact that we try to target elevated sugar by different type of treatment in order to reduce microvascular and macrovascular disease. So we're glad to listen to you, and I hope we'll have a nice understanding of this interplay. Thank you. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs, chers confrères, chers collègues. Bon, moi, je vais vous parler en français, je pourrais le faire en anglais, mais je pense que ce sera quand même moins clair. Donc, je suis très honorée de débuter ces sessions scientifiques et je voudrais vraiment remercier tout le comité organisateur et Ruben de nous avoir sollicité justement la Société réunionnaise d'endocrino-diabéto-maladies métaboliques pour organiser cette session sur le cœur et les maladies cardiovasculaires. Donc, je vais commencer, parce que je n'ai que 12 minutes, donc à vous parler sur l'impact de l'équilibre glycémique sur le risque cardiovasculaire. Et moi, je transformerai ça autrement en est-ce que finalement un bon contrôle de la glycémie, ça protège les artères de nos patients, puisque ce sont les questions que vous vous posez, je suis sûre, à chaque fois que vous avez un patient diabétique devant vous. Alors, on peut montrer 10 000 études qui montrent à quel point le diabète, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Nos patients diabétiques payent un lourd tribut à la maladie cardiovasculaire, que ce soit la coronaropathie, l'AVC ischémique, et la principale cause de mortalité chez les patients diabétiques, ça reste les maladies cardiovasculaires, que ce soit les diabétiques de type 2 comme les diabétiques de type 1. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les patients diabétiques de type 1 aussi décèdent de maladies cardiovasculaires et perdent aussi des années de vie à cause de ces complications. Je voulais partager avec vous les résultats d'une petite étude qu'on a faite avec une interne d'endocrino et le docteur Maxime Cournot, qui va vous parler aussi cet après-midi, sur les facteurs de risque cardiovasculaires chez nos patients réunionnais. Et je suis sûre qu'à Maurice, c'est à peu près les mêmes données qu'on obtiendrait si on ferait ce type d'étude. Donc on a recensé tous les facteurs de risque cardiovasculaires chez les patients hospitalisés au CHU de la Réunion en 2016. Et on n'a pas été très surpris puisque c'était l'expérience de nos collaborateurs qui nous l'avaient rapporté. Mais par rapport à la métropole, on a quand même été surpris de trouver ce chiffre de patients diabétiques, puisque parmi les patients hospitalisés, presque 50% des patients hospitalisés en cardiologie pour syndrome coronarien aigu sont diabétiques de type 2. Et quand on regarde des études à peu près similaires en métropole, c'est plus 20 à 25%. Donc oui, les patients réunionnais, ils payent un lourd tribut quand ils sont diabétiques à la maladie cardiovasculaire. Et quand vous voyez les types, l'ancienneté du diabète, c'est souvent des diabètes de type 2 assez anciens. Ils ne sont pas forcément très mal équilibrés. L'hémoglobine glyquée des patients diabétiques dans ce registre était aux alentours de 7,5%. Et pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, en 2016, le docteur Julien Dufour, neurologue au CHU de Belle-Pierre, a présenté les résultats d'un registre à peu près similaire fait pour les patients qui ont fait un AVC ischémique. Et donc, ils ont montré que là aussi, le diabète était un facteur de risque majeur de faire un AVC ischémique. Donc oui, à La Réunion, et je suis sûre qu'à Maurice, c'est la même chose, le diabète, c'est vraiment un facteur de risque cardiovasculaire qu'il faut prendre en compte. Donc finalement, pour nos patients diabétiques, est-ce que le fait de très bien contrôler la glycémie, ça va leur permettre de faire moins de complications? Et donc, je vous ai rapporté sur ce tableau les études principales qui ont adressé ce sujet. Donc, on a des études plus anciennes, le LUCA-PDS et le DCCT, les 2 premières, une dans le diabète de type 2, une dans le diabète de type 1. Et puis, on en a 3 plus récentes qui sont ADVANCE, ACCORD et VADT. Et donc, ces études se sont intéressées à
regardez ce qu'un très bon contrôle glycémique de l'époque faisait par rapport à un contrôle glycémique moyen. Et vous voyez dans les études les plus anciennes, le très bon contrôle glycémique, c'est 7% d'hémoglobine glyquée. Dans les études les plus récentes, on est plutôt aux alentours de 6,5, voire 6% d'hémoglobine glyquée. Et donc, ils ont regardé l'impact de ce très bon contrôle glycémique sur les complications microangiopathiques, sur les événements cardiovasculaires et la mortalité. Et donc, en grisé, c'est les résultats à la fin de l'étude, et en bleu, c'est les résultats de suivi à plus long cours, à plus de 10 ans. Si on regarde les complications microvasculaires, on voit qu'un très bon contrôle glycémique, c'est toujours favorable à court et long terme sur les complications microangiopathiques. Les microangiopathies, c'est l'insuffisance rénale, c'est la dialyse, c'est la cécité, c'est la neuropathie, c'est tout ce qui va altérer la qualité de vie de vos patients. Donc oui, c'est très important de bien contrôler leur glycémie parce que du coup, ça va limiter des complications qui leur pourrissent la vie. Alors, sur les complications cardiovasculaires et la mortalité, c'est beaucoup plus flou. Comme vous pouvez voir, à la fin de ces études, finalement, on n'avait pas de bénéfice par rapport à un contrôle glycémique moyen sur les événements cardiovasculaires et la mortalité, voire dans l'étude ACCORD, il y a même eu un signal négatif. Et si, pour ceux qui s'en rappellent, ça s'est passé en 2008. Et en 2008, il y a eu un holà dans la communauté médicale où on a entendu dire, nous diabétologues, qu'il fallait surtout plus équilibrer la glycémie des patients parce que ça les faisait mourir. Alors, on va voir plus tard qu'il faut interpréter ces résultats avec précaution. En tout cas, les résultats de l'UKPDS sur le long terme à plus de 10 ans, et pour VADT, c'est la même chose. Quand on regarde au long cours, et quand on a un patient diabétique qu'on prend en charge, on ne le prend pas en charge pour 10 ans, on le prend en charge des fois pour 30, 40, 50 ans. Et pour plus de 10 ans de bon contrôle glycémique, les patients, ils vont avoir moins d'événements cardiovasculaires et ils vont aussi moins mourir de complications cardiovasculaires quand on équilibre bien leur glycémie. Alors, pourquoi ACCORD a montré une surmortalité? Ça reste un mystère. Et je ne vais pas forcément l'éclaircir aujourd'hui, mais je vais vous donner des pistes. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que UKPDS et ces 3 études, ce n'est pas les mêmes patients diabétiques. UKPDS, c'est des jeunes diabétiques au début de leur maladie. ACCORD, Advance, VADT, c'est des diabètes beaucoup plus avancés et déjà compliqués. Et donc, quand on fait la méta-analyse des résultats de toutes les études que je viens de vous présenter, finalement, on voit que les patients qui tirent le plus de bénéfices au niveau des maladies cardiovasculaires et des complications de la mortalité cardiovasculaire, ce sont les patients chez qui on équilibre très bien le diabète dès le début de la maladie, quand ils ont une hémoglobine glyquée qui n'est pas encore trop élevée, quand ce n'est pas encore trop compliqué finalement, et quand ils n'ont pas encore de complications macroangiopathiques. Quand les complications cardiovasculaires sont déjà installées, on a l'impression que c'est plus compliqué. Mais je vous rappelle, c'est peut-être plus compliqué pour les complications cardio, mais ça reste toujours un grand bénéfice pour la microangiopathie. Alors dans ACCORD, pourquoi ce surrisque? Pourquoi cette surmortalité? Quand on équilibre très bien la glycémie chez des patients chez qui c'est difficile, vous serez d'accord avec moi, ils font plus d'hypoglycémie, et notamment plus d'hypoglycémie sévère. Et donc ces dernières années, on a vu énormément d'études apparaître sur le lien entre hypoglycémie et hypoglycémie sévère et maladie cardiovasculaire. Alors est-ce que c'est le facteur causal? Est-ce que c'est l'hypoglycémie sévère qui va faire décéder nos patients? Ou est-ce que c'est un marqueur de fragilité? Il est plus fragile pour beaucoup d'autres choses, donc il est plus susceptible de faire une hypo sévère, donc plus susceptible de faire un événement coronarien. Ça, c'est encore des questions qui se posent et pour lesquelles il y a des études en cours pour y répondre. Donc, le message de cette première partie, c'est vraiment oui, il faut équilibrer la glycémie des patients pour protéger les artères, les grosses artères, mais aussi les petites artères. Et c'est très important pour leur qualité de vie. Donc, il faut aussi voir que le bénéfice cardiovasculaire, c'est plus frustrant que les études avec les statines sur les lipides. Oui, pour la glycémie, il faut attendre plus de 10 ans pour voir un impact favorable sur la morbimortalité cardiovasculaire. Et je vous alerte sur le risque d'hypoglycémie. Oui, il faut tenir compte des hypoglycémies chez les patients fragiles parce qu'effectivement, il y a un lien avec la morbimortalité cardiovasculaire. Alors, dans les quelques minutes qui restent, je voulais aussi vous rappeler que finalement, la prise en charge du diabète, c'est une prise en charge multifactorielle et qu'on ne s'intéresse pas qu'à la glycémie, mais qu'à tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est vraiment ça la clé. Contrôler tous les facteurs, la glycémie, la tension, les lipides, le tabac, c'est vraiment des éléments qui vont protéger les artères de vos patients.
Et puis c'est bien, j'étais assez rapide, donc j'ai encore quelques minutes. On assiste, je voulais partager avec vous finalement les dernières recommandations de nos sociétés savantes. On assiste à l'heure actuelle à un changement de façon de voir la prise en charge du diabète. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même une attitude qui était très glucocentrée, c'est-à-dire on s'occupait de la glycémie des patients, de l'objectif d'hémoglobine glyquée. On disait qu'on était centré sur le patient parce qu'on leur proposait les traitements, on essayait de discuter avec lui, faire de l'éducation thérapeutique, mais finalement on s'occupait quand même que de la glycémie. Maintenant, les dernières recommandations qui nous ont été présentées à l'EASD il y a 15 jours, qui est un accord entre la Société américaine de diabéto et la Société européenne de diabétologie, fait que quand vous avez un patient diabétique en face de vous, certes, vous allez vous poser la question de son objectif d'hémoglobine glyquée, mais vous allez aussi vous poser plein d'autres questions qui vont vous permettre de décider du traitement optimal pour le patient après la metformine et les mesures hygiéno-diététiques. Et parmi ces questions, il faut se dire, est-ce qu'il a une complication cardiovasculaire ou une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il existe une insuffisance rénale? Est-ce qu'il faut considérer le risque d'hypoglycémie? Est-ce que mon patient est à risque de faire des hypoglycémies sévères? Et puis, il faut aussi penser à la prise de poids ou à la perte de poids, parce que ce sont des éléments majeurs. Et quand vous avez répondu à toutes ces questions, pour la maladie cardiovasculaire, par exemple, tous les traitements ne sont pas équivalents. Sur les dernières années, et donc c'est le docteur Tirapati qui va vous en parler, on a énormément d'études de morbimortalité avec différentes molécules pour traiter le diabète, mais qui font plus que traiter le diabète, qui peuvent aussi avoir un impact favorable sur la maladie cardiovasculaire. Et donc les recommandations disent, quand vous avez un patient qui a déjà une complication cardiovasculaire, après la metformine et les mesures hygiéno-diététiques, vous devez lui mettre un traitement qui a prouvé son efficacité dans la réduction de la morbimortalité cardiovasculaire. Alors malheureusement, nous en France et à La Réunion, on n'a que les analogues du GLP-1, mais équivalent, vous pouvez mettre un analogue du GLP-1 ou un inhibiteur des SGLT2, et à Maurice, vous avez les inhibiteurs des SGLT2. Donc ce sont les deux molécules qui sont préconisées chez un patient diabétique de type 2 ayant une complication cardiovasculaire. Donc vous voyez, c'est vraiment des changements de paradigme, mais je n'aurai pas le temps de vous présenter toutes les recommandations, mais elles sont extrêmement intéressantes. Après, vous regardez le risque de maladie rénale, le risque d'insuffisance cardiaque, le risque d'hypoglycémie et le risque de prise de poids, et vous décidez du traitement en conséquent. Donc le deuxième message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est déjà la prise en charge du patient diabétique doit cibler l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, mais ça je suis sûre que vous en êtes persuadés. Et vraiment, le choix des antidiabétiques oraux dans le diabète de type 2 est conditionné par l'existence de complications cardiovasculaires et rénales. Toutes les molécules ne sont pas équivalentes. Et le risque d'hypoglycémie et de prise pondérale doit aussi être considéré, puisque toutes les molécules non plus ne sont pas équivalentes sur le risque de donner des hypoglycémies ou sur le risque de prendre du poids. Donc voilà, j'ai fini, même un peu en avance. Je vais pouvoir vous parler un peu de notre étude Predia-Bruns, qui fera la transition avec le topo de mon collègue Vincent Apavopoulet. Donc déjà, je voulais vous remercier de votre attention et donc vous dire qu'à La Réunion, et peut-être après on pourra avoir des collaborations avec Maurice, on va lancer une étude qui s'appelle Predia-Bruns, qui est une étude, un registre pour destiné à recruter des patients prédiabétiques en soins premiers. Ce sera vous, les médecins généralistes. J'espère qu'ils participeront avec nous à cette étude, justement pour mettre dans le registre les patients prédiabétiques, pour les suivre au long cours, ce qui nous permettra justement de pouvoir étudier les facteurs de risque de devenir diabétique ou les facteurs protecteurs justement de ne pas développer de diabète. Et voilà, je m'arrête juste à temps. Et merci pour vos questions. Après cela, on va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Do you want to ask something? Yeah, thank you very much. Excellent speech. I think right now we are living in exciting times because for the management of diabetes, for the first time that the guidelines have really changed. So the guideline changed in January this year from the American Diabetes Association and with ESD a few weeks ago in Berlin. And this is because we're having a lot of studies for cardiovascular safety with the CANVAS trial, LEADER study, and EMPA-REG. So I think right now our management of diabetes will change dramatically, where we will go for medication, like you mentioned, which has cardiovascular safety and even protection for our diabetic patients. Any questions?
So, yeah, I would just comment on that, and I'm completely agree with you. It's an exciting time for us, and it's exactly what we try to do in our practice. But now we have recommendation who show that it's a good thing to do for our patients. And it's true that it's very exciting to have molecules which allow to have a good glycemic control and as well as a protection for cardiovascular disease for our patients. So it's good. Est-ce que vous pensez que là, demain, on va directement commencer avec des inhibiteurs de SGLT2 en première intention ou des analogues GLP1, ou il faudra toujours passer par le socle du traitement traditionnel et ça sera toujours en plus d'eux? Alors, ce qui ne changera pas, je pense, dans le diabète de type 2, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Ça a montré un bénéfice, pas seulement pour la maladie cardiovasculaire ou le diabète, mais ça marche aussi pour les lipides, ça marche pour le moral, ça marche pour le bien-être, ça marche pour la longévité. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, elles ne doivent pas être remplacées par des molécules. Les molécules, ce n'est pas des bonbons, il y a des effets secondaires. Et donc, je pense que vraiment, les mesures hygiéno-diététiques ne seront pas remplacées et pas remplaçables. Et donc, il ne faut pas faire croire aux patients qu'en mettant une molécule, ils pourront manger n'importe quoi et rester sédentaires. Finalement, ils tireront beaucoup moins de bénéfices d'une molécule que des mesures hygiéno-diététiques. Et la metformine, je pense qu'elle restera le pilier parce que c'est la molécule la plus ancienne. Elle a montré quand même sa protection cardiovasculaire dans l'UKPDS, même si c'est toujours discuté. Donc je pense que ce socle-là ne changera pas. Par contre, après, oui, il faut aller sur les molécules qui ont montré un bénéfice cardiovasculaire de suite. C'est vraiment important pour nos patients quand on voit les études de registre, et notamment les études de registre avec les inhibiteurs des SGLT2. Quand on voit ça, on se dit non, on doit prescrire ces molécules. Nous, on les attend avec impatience en tout cas. Bon, merci beaucoup encore pour votre présentation et votre vivacité. C'est super.